La pluie martelait les fenêtres de l'hôpital lorsque Grayson Holt fit irruption aux urgences. Ses bottes grinçaient sur le sol ciré, laissant des flaques d'eau sur son passage. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, luisant le visage d'une lueur maladive. « Mon fils », lança-t-il à l'infirmière du poste. Brennan Alt, accident de voiture. Où est-il ? Le visage de l'infirmière passa d'un détachement professionnel à une expression plus douce, plus grave. Grayson sentit son estomac se nouer. « Monsieur, si vous pouviez me suivre », dit-elle en s'éloignant déjà dans le couloir, mais le cœur de Grayson battait fort contre sa cage thoracique tandis qu'il la suivait. Chaque pas lui donnait l'impression de marcher sur du béton. L'infirmière poussa une porte, révélant un médecin en blouse blanche, penché au-dessus d'un lit où un adolescent gisait, immobile, relié à des machines qui bipaient et sifflaient. Brennan, son fils, Monsieur Holt, le médecin s'approcha, presse-papier à la main. « Je suis le docteur Mercer. » Grayson l'entendit à peine. Ses yeux étaient fixés sur le visage de son fils. La peau de Brennan était blême, contrastant fortement avec la plaie rouge sang qui lui traversait le front. Un tube respiratoire serpentait dans sa gorge. « Que s'est-il passé ?» demanda Grayson d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Accident impliquant un seul véhicule. La voiture de votre fils a quitté Pinewood Road et a percuté un arbre. La vitesse était en cause. » Le docteur Mercer s'est éclairci la gorge. « Monsieur Holt, votre fils a subi un traumatisme important. Nous avons provoqué un coma pour réduire l'édème cérébral, mais il se réveillera. » Ce n'était pas une question. Les pattes du médecin ont duré un peu trop longtemps. Nous faisons tout notre possible. Les prochaines 48 heures seront cruciales. Grayson s'approcha du lit de son fils, attrapant la main molle qui tenait autrefois les outils à côté de lui dans le garage. Les doigts de Brennan étaient froids. « Faible chance », a poursuivi le docteur Mercer. « Je veux être honnête avec vous. L'impact a causé un traumatisme grave. Même s'il se réveille, il pourrait y avoir des séquelles permanentes. » La porte s'est ouverte à nouveau. Élise, la femme de Grayson, se tenait dans l'embrasure. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré la pluie. Pas une mèche de trop. Son regard parcourut la pièce, se posant brièvement sur son fils avant de se poser sur. « Docteur. »« À quel point ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Mercer répéta le pronostic. Élise hocha la tête, les bras croisés. Elle ne s'approcha pas du lit. « Nous avons fait tout notre possible pour l'instant », conclut le médecin. Une infirmière viendra régulièrement. Si quelque chose change, nous vous préviendrons immédiatement. Après le départ du médecin, le silence s'abattit sur la pièce. Seul le bip continu des moniteurs et le claquement de la pluie sur les vitres résonnaient. Grayson n'avait pas bougé du côté de Brennan. On disait que sa voiture était détruite. Élise dit, finalement, l'assurance va être un cauchemar. Grayson leva les yeux vers sa femme. Son visage était un masque. 17 ans de mariage, et parfois il avait l'impression de ne pas la connaître du tout. Notre fils pourrait mourir. Élise. Elle croisa son regard, mais son regard était vide. Je le sais, Grayson. Rester ici n'y changera rien. Elle consulta sa montre, resserra son manteau. Je dois passer quelques coups de fil. Je reviendrai plus tard. Sans toucher Brennan, sans un regard en arrière, elle partit. La porte se referma derrière elle. Seule avec son fils. Grayson laissa échapper un souffle tremblant. Il tira une chaise près du lit et reprit la main de Brennan. « Je suis là, mon pote », murmura-t-il. « Papa est là. » Alors qu'il ajustait la blouse d'hôpital de Brennan, quelque chose glissa de la poche du sweat à capuche qu'ils avaient placé avec ses effets personnels. Une petite clé en laiton tomba sur le drap blanc. Un morceau de papier plié y était attaché. Grayson le ramassa et déplia soigneusement le mot. L'écriture était incontestablement celle de Brennan, bien que plus tremblante que d'habitude. Papa s'en servit pour déverrouiller le contenu. Grayson fixa les mots, puis le visage de son fils. Que voulait-il qu'il trouve? Et pourquoi ne le lui avait-il pas simplement dit? Il glissa la clé et le mot dans sa poche, un poids plus lourd que du métal s'immobilisant dans sa poitrine.
3 jours plus tard, l'état de Brennan restait inchangé. Le médecin parla avec prudence d'attente et de patience, mais Grayson entendit ce qu'il ne disait pas. L'espoir s'amenuisait de ne le voir rentrer que pour prendre une douche et se changer. La maison semblait étrange sans Brennan. Trop calme, trop vide. Élise allait et venait, invoquant ses obligations professionnelles et ses papiers d'assurance. Elle se rendait à l'hôpital exactement 30 minutes par jour, se tenant au pied du lit de Brennan avant de repartir ce soir-là. L'épuisement avait ramené Grayson chez lui. Le sommeil le fuyait. Au lieu de cela, il se retrouva dans la chambre de Brennan, la clé en laiton lourdement dans la main. Brennan avait voulu qu'il trouve quelque chose. Mais quoi? Grayson parcourut méthodiquement la pièce. Il vérifia les tiroirs de la commode, le bureau, le placard. Rien ne semblait déplacé. Brennan avait toujours été organisé, un trait qu'il n'avait hérité d'aucun de ses parents. Assis sur le lit, Grayson remarqua une légère irrégularité dans le plancher près de la fenêtre. Il s'agenouilla et caressa le bord de ses doigts. Une planche bougea légèrement sous la pression. En la soulevant, il découvrit un petit espace en dessous, dans lequel se trouvait un coffre-fort métallique. La clé s'y encastrait parfaitement. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets, une clé USB, un carnet et une pile de photos. Grayson prit les photos en premier. Ses mains se mirent à trembler. Élise avec un autre homme. Ils étaient assis côte à côte dans un box de restaurant, se promenaient ensemble dans le parc, entraient dans un motel. Sur chaque photo, elle semblait vivante comme elle ne l'avait plus vue avec Grayson depuis des années, ils riaient, se touchaient, se penchaient. La dernière photo les montrait en train de s'embrasser devant un chalet inconnu. L'homme n'était pas un inconnu pour Grayson. Milo Everett, un entrepreneur qui avait travaillé à la rénovation de leur cuisine l'année dernière, plus jeune que Grayson de 10 ans, au sourire facile et à la voix doucereuse. Le carnet contenait les dates, les heures, les lieux, le tout de la main de Brennan. Il les notait, réalisa Grayson, depuis des mois. Des notes dans les marges révélaient les pensées de Brennan tandis qu'il reconstituait la trahison de sa mère. Maman est partie à 19h30. Elle a dit, je travaillais tard, j'ai vu une voiture au Lakeview Motel à 20h15. Je regardais depuis le café d'en face. Milo est arrivé le 1er. Maman 10 minutes plus tard, ils sont restés 3 heures. Il prépare quelque chose. Sa mère au téléphone parlait d'assurance. La dernière entrée était datée de la veille de l'accident. On confronte maman demain. C'est fini maintenant. Avec un sentiment d'appréhension grandissant, Grayson a branché la clé USB sur son ordinateur portable. Un seul fichier audio. Il a appuyé sur lecture. La voix de Brennan est apparue en premier, serrée par la colère. Je sais ce que tu fais, maman. Je t'ai vu avec lui. La voix d'Élise, tranchée par la surprise. De quoi parles-tu? Tu m'as espionné? Je t'ai vu au chalet. Je t'ai entendu parler de l'assurance vie de papa, de comment se débarrasser des problèmes. Tu ne comprends pas ce que tu as entendu. Moi, je comprends assez. Je dis tout à papa. Brennan, attends. Une portière claqua. Puis le bruit d'un moteur de voiture qui démarrait, des pneus qui crissaient. L'enregistrement s'arrêta. Grayson, figé, les pièces du puzzle se rassemblaient. Son fils n'avait pas perdu le contrôle de sa voiture. Il fuyait quelque chose ou quelqu'un. L'accident n'était pas un accident, il regarda à nouveau les photos, les preuves que son fils avait rassemblées. Brennan le protégeait, et cela lui avait tout coûté. La rage monta dans la poitrine de Grayson, froide et précise. Il remit soigneusement tout dans le coffre-fort, sauf la clé. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'en aurait plus besoin. Il savait déjà ce qu'il y avait dedans. Une trahison et un chemin vers la vengeance. Le lendemain matin, Grayson était de retour dans un fauteuil d'hôpital, les yeux rivés sur le rythme de la poitrine de Brennan. Dehors, la pluie de l'Oregon continuait de battre régulièrement contre la vitre. Une semaine après l'accident, toujours pas de changement. J'ai trouvé ton coffre, dit doucement Grayson. Comprends maintenant, mon fils. Dans un silence stérile, les souvenirs revinrent. Brennan a 8 ans,
tendant soigneusement des outils à Grayson tandis qu'il travaillait à la reconstruction d'un vieux moteur dans le garage. Comme ça, papa, avait-il demandé, ses petites mains serrant une clé trop grosse pour lui. C'est ça, mon pote. Toujours utiliser le bon outil pour chaque tâche. Grayson lui avait ébouriffé les cheveux, la fierté lui gonflant la poitrine. Tu vas devenir un génie. Un autre éclair. Brennan a 12 ans, apprenant à souder pour la première fois. La mâchoire déterminée de son visage tandis qu'il se concentrait pour garder ses mains stables. La façon dont son visage s'illuminait lorsque Grayson félicitait son premier joint réussi. Tu as de bonnes mains, lui avait dit Grayson. Des mains patientes, c'est important. Toujours tous les deux à construire des choses ensemble, à créer. Tandis qu'Élise observait depuis les portes, son sourire s'éclairant au fil des ans, le souvenir se reporta à leur dîner pour les 15 ans de mariage. Alisa traversa la table, picorant sa nourriture, le regard lointain. C'est vraiment ça, Grayson? On ne sera que ça? Un garage dans une ville pluvieuse et perdue. C'est notre vie, avait-il répondu. Celle qu'on a construite ensemble. Elle avait alors ri, d'un rire cassant et froid. Celle que tu as construite. Je me suis laissé entraîner. Il n'avait pas compris à quel point son ressentiment était profond. À quel point la femme qu'il avait épousée avait complètement disparu. Ou peut-être n'avait-elle jamais existé. Peut-être que l'épouse et la mère aimante n'étaient qu'une masse devenue trop lourde à porter. Ta mère n'a jamais voulu de notre vie, dit Grayson à Brennan inconsciente. Mais elle voulait ce qui allait avec. La sécurité, le respect en ville, ton avenir, il serra la clé en laiton dans sa poche. Elle n'était pas prête à abandonner tout ça. Juste moi, juste toi. Il se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure. Ils ont essayé de te tuer, fiston. Ils pourraient encore réussir, mais je te promets une chose, ils ne gagneront pas. Je ne les laisserai pas faire. Grayson n'était pas homme à croire aux secondes chances. On pouvait réparer les erreurs, mais la trahison, c'était un choix. Et les choix avaient des conséquences. Je les réduirai en cendres, promit-il en enfonçant la clé dans la paume molle de Brennan avant de la glisser dans sa poche. Comme en réponse, la pluie s'abattit plus violemment sur la vitre, couvrant les bips des moniteurs. Tu ne peux pas être sérieux. Les yeux de Rena Holt étaient écarquillés d'incrédulité. Élise avait fait ça à son propre fils. Grayson avait appelé sa sœur dès sa sortie de l'hôpital. Rhea, de 10 ans sa cadette, et la seule famille qui lui restait, hormis Brennan, était arrivée dans l'heure, son uniforme de pompier sentant encore légèrement la fumée. Ils étaient assis dans la cuisine de Grayson. Les preuves se répandaient entre eux. Photos, notes. La clé USB contenant le dernier enregistrement de Brennan. Je sais ce que ça donne, dit Grayson. On dirait un cauchemar. Rena repoussa ses cheveux noirs de son visage. Tu es allé voir la police? Avec quoi? Des photos de ma femme en train de me tromper. Un enregistrement ambigu qui s'arrête avant même que quoi que ce soit n'arrive. Il me rirait au nez au poste. Et alors? Tu les laisses faire. La mâchoire de Grayson se crispa. Non, je vais les faire payer. Rhea étudia le visage de son frère. L'inquiétude creusait des rides autour de ses yeux. Gray, qu'as-tu l'intention de faire? Quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai pour l'instant. Rin soupira, tendant la main par-dessus la table pour lui serrer la sienne. Je suis avec toi. Tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, Gray, ne fais rien qui te mette en infraction. Brennan a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Plus tard dans l'après-midi, un léger coup frappé à la porte de la chambre d'hôpital tira Grayson de sa veillée. Une jeune femme aux cheveux cuivrés et au regard anxieux regarda à l'intérieur. Monsieur Holt, je suis Cora. L'amie de Brennan. Grayson hocha la tête. Il l'avait déjà vue, étudiant avec Brennan à la table de la cuisine. Entre, Cura. Elle s'approcha du lit avec hésitation, les yeux remplis de larmes à la vue de Brennan. Y a-t-il eu du changement? Pas encore. Grayson lui offrit la chaise, mais elle secoua la tête. Je ne peux pas rester longtemps. J'ai juste.
Elle se tordit les mains. J'avais besoin de le voir et de te parler. Quelque chose dans sa voix éveilla Grayson. Quoi? Cora jeta un coup d'œil à la porte, puis baissa la voix. Brennan m'a raconté des choses sur sa mère. Sur ce qu'il avait découvert quand, le jour de l'accident, il m'avait appelé ce matin-là. Il était bouleversé. Il avait dit qu'il allait confronter sa mère à propos de la liaison. Elle déglutit difficilement. Et d'autres choses. Grayson garda une voix calme. Quoi d'autre, Cora? Il a dit qu'il l'avait vu avec un certain Milo dans un chalet. Qu'il parlait d'argent pour l'assurance et de projets. Cora. Ses yeux se posèrent sur Brennan. Il dit avoir entendu Milo lui dire que les problèmes pouvaient être résolus définitivement. Cela l'effraya. Il pensa qu'il parlait peut-être de toi. A-t-il dit autre chose à propos de l'accident? Cora secoua la tête. Juste qu'il allait parler à sa mère, puis venir directement me voir. Mais il ne s'est jamais présenté. Elle s'essuya les yeux. Monsieur Holt, je crois que Brennan avait peur d'eux. Vraiment peur. Ces dernières semaines, il regardait sans cesse par-dessus son épaule, prenait des photos, notait des choses. Quelqu'un d'autre était-il au courant? En avait-il parlé à quelqu'un d'autre? Non, juste à moi. Kat tendit timidement la main et toucha le bras de Brennan. Il me faisait confiance. Lorsqu'elle partit, Grayson se rassit dans son fauteuil, assimilant cette nouvelle information. Ce n'était pas juste une liaison. Il ne s'agissait pas seulement d'Élise qui voulait rompre leur mariage. Ils avaient planifié quelque chose qui impliquait l'argent de l'assurance. Et maintenant, Brennan était dans le coma, s'accrochant à peine à la vie. Les pièces du puzzle formaient un tableau laid. Alors que le jour cédait la place au soir, Grayson prit une décision. Il allait découvrir exactement ce que manigançaient Élise et Milo. Et pour cela, il devait les retrouver. 2 jours plus tard, Grayson repéra le camion de Milo, une Ford noire avec des jantes sur mesure, garée devant la quincaillerie. Pendant que Milo était à l'intérieur, Grayson s'accroupit près du pneu arrière et y fixa rapidement un petit traceur GPS acheté en ligne. Un appareil simple et intraçable. De retour à l'hôpital, il suivit les déplacements du traceur sur son téléphone. Milo traversa la ville, s'arrêta brièvement dans un magasin d'alcool, puis prit la route 26 en direction des montagnes. Pendant 3 soirs consécutifs, Grayson suivit les déplacements du camion. À chaque fois, il suivit le même schéma, aboutissant à un endroit au cœur de la forêt, à des kilomètres de la route principale. Le 4e jour, Grayson gara son propre véhicule à 800 mètres du marqueur GPS et continua à pied. La pluie avait enfin cessé, mais le sol de la forêt restait détrempé, masquant ses pas. À travers les arbres, une cabane apparut, rustique et isolée. Une boucle. De la fumée s'élevait de la cheminée. Point. Le camion de Milo était garé dehors. À côté, une voiture. Grayson reconnut instantanément la BMW argentée d'Élise. Le cœur battant, il fit le tour de la propriété, longeant la forêt. Par une fenêtre latérale, il les aperçut. Élise faisait les 100 pas, gesticulant avec animation. Milo était assis à une table, la tête entre les mains. Ils se disputaient. Grayson se rapprocha et trouva une place derrière un tas de bois, près d'une fenêtre entr'ouverte. On ne peut pas partir maintenant, disait Milo. Les gens parlent déjà. Si on fuit, autant avouer. Et si on reste, que se passera-t-il ensuite? La voix d'Alisa était sèche. On attend qu'il se réveille et qu'il dise à tout le monde ce qu'il sait. Il pourrait ne jamais se réveiller. Le médecin dit, les médecins se trompent tout le temps. Un verre se brisa contre un mur. Il faut s'en tenir au plan. Le plan était pour un accident. Propre, simple. Pas ce gâchis. Pas votre enfant dans le coma avec la moitié de la ville qui vous apporte des casseroles. Sur le pas de la porte. Tu crois que je ne sais pas? La voix d'Alisa se brisa. Mais on est engagé maintenant. On a les papiers prêts, les comptes ouverts. Une fois que l'assurance aura payé, si elle paie, ils enquêteront. Mort suspecte. Tu sais, ce n'est pas une mort. C'est un accident tragique.
et son père est trop brisé pour réfléchir correctement, et encore moins pour poser des questions. Les poings de Grayson se crispèrent, les ongles enfoncés dans ses paumes. Tu ne connais pas très bien ton mari, marmonna Milo sous le rire amer d'Élise. Je sais exactement qui est Grayson. Prévisible, stable, ennuyeux comme regarder la peinture sécher. Il fera son deuil exactement comme prévu. Se lancer à corps perdu dans le travail. Aller à l'hôpital tous les jours, sans jamais rien remettre en question. Grayson s'éloigna de la fenêtre et fit un tour vers l'arrière de la cabane. Une petite fenêtre révélait ce qui ressemblait à une chambre. Personne à l'intérieur. Prudemment, il essaya la fenêtre. Verrouillée. Avec une pierre tombée du sol, il tapota juste assez pour briser la vitre près du loquet sans trop forcer. Bruit. La dispute à l'intérieur continuait, couvrant le bruit. Il tendit la main, déverrouilla la fenêtre et se glissa à l'intérieur. La chambre était sobrement meublée, juste un lit et une commode. Sur la commode reposaient plusieurs documents. Grayson sortit son téléphone et les photographia rapidement. Point. Permis de conduire avec les photos d'Élise et Milo, mais sous des noms différents. Relevé bancaire de compte dont il n'avait jamais entendu parler. Et le plus accablant, l'assurance vie de Brennan, souscrite le jour de ses 16 ans, avec Élise comme seule bénéficiaire. La signature en bas, un faux maladroit de Grayson. Ils n'avaient pas seulement eu une liaison. Ils avaient prévu de tuer son fils, de toucher l'assurance et de disparaître sous de nouvelles identités. Lorsque Brennan les découvrit, ils tentèrent de le réduire définitivement au silence. Grayson se glissa par la fenêtre, prenant soin de tout laisser tel quel. Lorsqu'il atteignit sa voiture, un plan se dessinait dans son esprit. Il pensait le savoir prévisible. Du calme, Grayson. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. De retour à l'hôpital, il raconta tout à Rena. Il faut aller voir la police maintenant, insista TL. C'est une preuve. Au mieux, c'est circonstanciel, répondit Grayson. Des photos que j'ai prises lors d'une effraction. Ils auraient de meilleurs avocats que nous ne pouvons nous le permettre. Non, il faut être plus malin. Il faut qu'ils fassent des erreurs. À quoi penses-tu? Je pense qu'on va retourner leur plan contre eux. Les rendre si paranoïaques qu'ils se dévoilent. Et comment faire? Le regard de Grayson était froid. En devenant leur pire cauchemar. Le bureau de l'adjoint Nolan Cad était petit mais méticuleusement organisé. Des trophées de chasse ornaient un mur. Des photos de famille en couvraient un autre. Il travaillait au bureau du shérif depuis 20 ans et connaissait tout le monde en ville. Lorsque l'enveloppe manille arriva sur son bureau sans adresse de retour, sa curiosité fut piquée. À l'intérieur se trouvaient des photos de Lee Holt avec Milo Everett dans diverses positions compromettantes et un mot. Regardez plus attentivement. Cad fixa les images en fronçant les sourcils. Grayson Hall était un entrepreneur respecté. Son fils se battait pour sa vie. Et voilà la preuve que sa femme le trompait avec un homme qui avait un casier judiciaire pour des infractions mineures liées à la drogue depuis des années. Malgré tout, avoir une liaison n'était pas un crime. Mais quelque chose dans le timing le harcelait. L'accident de Brennan avait été classé comme un simple accident. Un seul véhicule, du mauvais temps. Et si ce n'était pas le cas? Il glissa l'enveloppe dans son tiroir. Ça valait au moins la peine d'être surveillé. De l'autre côté de la ville, Milo arriva sur le chantier et trouva ses outils disparus dans le hangar de l'entreprise. Son contremaître le convoqua au bureau, l'air sombre. J'ai reçu un appel hier, dit le contremaître. Un renseignement anonyme me dit que tu voles des matériaux et que tu reçois des pots de vin de fournisseurs. C'est ce que Milo a protesté. Peut-être, mais le client en a entendu parler et ne veut plus de toi sur le projet. Je suis sur le point de te laisser partir, Milo. Alors que Milo se précipitait vers son camion, son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. On sait ce que tu as fait. Au bureau local. Au restaurant, Élise piochait dans sa salade. Consciente des murmures des tables voisines, elle adorait l'attention, la belle épouse de Grayson Holt, avec ses vêtements impeccables et son sourire parfait. Mais ces derniers temps, les regards étaient différents, plus froids,
plus café. La serveuse, Tina, dont le fils jouait au baseball avec Brennan, se tenait à côté de la table, la main chaude. S'il vous plaît, dit Élise en lui tendant sa tasse. Tina la remplit puis hésita. Comment va Brennan? Pareil. Élise essaya d'insuffler à sa voix une inquiétude maternelle. Et Grayson, tu dois être dévasté. Nous le sommes tous. Les yeux de Tina se plissèrent légèrement. Eh bien, nous prions tous pour ta famille. Pour ceux qui méritent nos prières de toute façon. Avant qu'Élise ne puisse répondre, Tina passa à la table voisine. Ce soir-là, Élise trouva Grayson dans la cuisine en train de préparer du café. C'était la première fois qu'ils étaient seuls ensemble depuis l'accident de Brennan. Les gens parlent, dit-elle sans préambule. Grayson ne leva pas les yeux. À propos de quoi? À propos moi? À propos de Milo? À ces mots, Grayson se retourna, le visage indéchiffrable. Devrait-il l'être? Élise hésita. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre fils se bat pour sa vie. Et tu t'inquiètes des ragots. Je ne m'inquiète pas seulement pour. Elle avait perdu son sang-froid. Je m'inquiète pour toi, Gray. Tu dors à peine, tu manges à peine. Ce n'est pas sain. Ne fais pas semblant de t'en soucier maintenant. Sa voix était monocorde. Ça ne te va pas. Il la frôla, un café à la main. Où vas-tu? Elle l'appela. À l'hôpital. Où est notre fils? Où tu devrais être? Après son départ, Élise appela Milo. Il faut qu'on parle, dit-elle d'une voix tendue. Quelque chose ne va pas. Pendant ce temps, Grayson retrouvait Rena à son appartement. Son salon était devenu leur salle de crise. Photos, notes et plans recouvraient toutes les surfaces. Ça marche. Grayson dit, il commence à s'inquiéter. J'ai parlé à mon ami de la DEA, répondit Rena. Comme tu l'as demandé. Il s'avère qu'il surveillait la famille de Milo depuis un certain temps. Son cousin dirige un réseau de distribution à Portland. Il soupçonnait Milo de blanchiment d'argent, mais n'avait jamais eu suffisamment de preuves. Maintenant, ils le feront, dit Grayson en glissant une clé USB sur la table. Dossier du chalet, virements bancaires, comptes offshore, tout ce dont ils ont besoin. Rena prit la clé, hésitante. Gray, s'ils découvrent que tu es entré par effraction, ils ne le feront pas, indique anonyme intraçable. Et que se passera-t-il lorsqu'ils arrêteront Milo? Et Élise? Le sourire de Grayson était froid. Laissez-la courir. Plus elle court, plus elle a l'air coupable. Le piège était tendu. Il ne leur restait plus qu'à les regarder tomber. L'appel arriva à 3h17 du matin. Tirant Grayson d'un cinquième de sommeil sur le canapé, la voix du docteur Mercer se crispa d'urgence. Monsieur Holt, vous devez venir à l'hôpital. Votre fils présente des signes d'activité cérébrale accrue. Grayson a dépassé toutes les limitations de vitesse en chemin. La pluie fouettait son pare-brise. Le ciel de l'Oregon pleurait à nouveau après des jours de répit. Moi dans la chambre d'hôpital. Les moniteurs bipaient à un rythme nouveau. Une infirmière réglait la température pendant que le docteur Mercer examinait les pupilles de Brennan avec une lampe stylo. Que se passe-t-il? Demanda Grayson. Sa pression intra-anale s'est normalisée. Le docteur Mercer expliqua. Il réagit aux stimuli. Ce sont de bons signes, monsieur Holt. De très bons signes. Grayson prit place près du lit, serrant la main de Brennan. M'entend-il? C'est possible. Parlez-lui. Ça pourrait t'aider. Pendant des heures, Grayson parla du garage, de la reconstruction d'un moteur qu'ils avaient démarré avant l'accident, de tout sauf de ce qu'il avait découvert. Dehors, l'aube perça les nuages, projetant une faible lumière sur la pièce. C'est dans cette lumière dorée que les doigts de Brennan se crispèrent contre sa paume. Brennan. Grayson se pencha en avant, le cœur battant. Fils, m'entends-tu? Les paupières de Brennan battirent une fois, deux fois, puis s'ouvrirent, révélant des yeux bleus désorientés qui se fixèrent lentement sur le visage de Grayson. Papa, dit-il d'une voix rauque à peine audible à travers ses lèvres gercées. Je suis là, mon pote.
Des larmes coulèrent sur les joues de Grayson. Je suis là, déglutit Brennan avec difficulté. Tu as trouvé la clé? Un petit rire lui échappa. Oui, fiston. Je l'ai trouvée. Au fil de la journée, Brennan perdait connaissance par intermittence. Les médecins, prudemment optimistes, prévenaient qu'une longue convalescence s'annonçait. Des examens seraient nécessaires pour évaluer les éventuels dommages. Grayson appela Rena pour lui annoncer la nouvelle. Puis, après une hésitation, Élise, dont la réaction fut réservée, dit-elle d'une voix tendue. C'est merveilleux, dit-elle. J'essaierai de passer plus tard. Elle ne se montra jamais. Ce soir-là, pendant que Brennan dormait, Rena arriva avec un café, l'air troublé. On a un problème, dit-elle une fois qu'ils furent seuls à la cafétéria de l'hôpital. J'ai reparlé avec mon contact à la DEA. Les preuves que nous leur avons renvoyées sont convaincantes, mais il y a un hic. Le frère de Milo, le juge Everett, a fourni Grayson. Oui, il intervient, réclame des faveurs, remet en question la source des preuves. L'enquête est enterrée. Grayson serra les dents. Ils ne feront rien. Pas officiellement. Pas encore. Rhea hésita. Mais mon ami fit une suggestion. S'ils avaient quelque chose de plus qu'ils ne pourraient ignorer, quelque chose de public. Quel genre de chose? Un ensemble basé sur une information anonyme menant à des preuves concrètes. Drogue, argent. Tout. Grayson réfléchit. Et d'où viendraient ces preuves? Rhea soutint son regard sans broncher. C'est là que les choses se compliquent. Plus tard dans la soirée, après le départ de Rena, Grayson était assis à côté de son fils endormi, réfléchissant à différentes options. Il avait promis justice à Brennan. Il avait promis de réduire en cendres les traîtres. Mais il devait faire attention. Un faux pas et il pouvait tout perdre. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Chalet ce soir, 23h. Venez seul. Apportez ce que vous avez. Le message n'était pas signé, mais Grayson reconnut le numéro grâce aux notes de Brennan. Milo était un piège, bien sûr, mais il pouvait peut-être le tourner à son avantage. À 1h30, Grayson s'arrêta sur le parking de l'hôpital où Reno l'attendait dans sa voiture. C'est de la folie, dit-elle en se glissant sur le siège passager. Il pourrait te tuer. Il pourrait essayer. Grayson regarda sa montre. Tu as appelé ton ami? Oui. Ils seront là à minuit. Ils arrivent par le nord de la propriété. Mais Gray, tu dois être parti d'ici là. Moi, je le serai. Il sortit un petit enregistreur. Dès que j'aurai ce qu'il nous faut, le chalet était illuminé lorsqu'ils passèrent devant, se garant à 800 mètres plus loin. À travers les arbres, Grayson pouvait apercevoir le camion de Milo et la BMW d'Élise. Attends ici, dit-il à Rena. Si je ne suis pas de retour dans 30 minutes, appelle. Le chemin jusqu'au chalet lui sembla à la fois trop long et trop court. Milo attendait sur le porche, les bras croisés sur la poitrine. À côté de lui se tenait Élise, le visage pâle dans la lumière du porche. Tu es venu? Milo dit, la surprise perceptible dans sa voix. Je ne pensais pas que tu aurais le cran. Grayson garda une expression neutre. Tu m'as demandé d'apporter ce que j'ai. Le voici. Il brandit une clé USB. Pas celle contenant les preuves, mais une copie identique. Milo plissa les yeux. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Tout. Les photos, les enregistrements, les polices d'assurance. Donne-la moi. Milo s'avança, la main tendue. Pas avant que je sache pourquoi. Grayson regarda Élise. Pourquoi notre fils? Pourquoi Brennan? Pendant un instant, Élise resta silencieuse. Puis ce n'était pas censé être lui. C'était censé être toi. Moi. Le plan était simple. Elle continua, la voix neutre. On simule un accident. Ton accident. Je touche l'assurance. On disparaît. Mais Brennan l'a découvert. Il m'a confronté. Il a menacé de tout te dire. Alors tu essaies de le tuer. On a essayé de tuer personne.
Milo intervint. Le gamin s'est enfui, bouleversé. Il a roulé trop vite sous la pluie. C'est de sa faute. Grayson serra un enregistreur dans sa poche. Et les conduites de frein étaient aussi les siennes. Un éclair de confusion traversa le visage de Milo. Quelle conduite de frein? Celle qui était coupée. Le mécanicien les avait trouvées lors du remorquage dans ce qui restait de sa voiture. C'était un mensonge. Le rapport de police mentionnait une erreur de conduite et les conditions météorologiques. Mais la panique qui traversa le visage d'Aliza dit à Grayson ce qu'il avait besoin de savoir. Je ne savais pas, commença-t-elle. Le bruit des véhicules qui approchaient la coupa. Des phares balayèrent les arbres, non pas de la direction où Rena avait annoncé l'arrivée de la DEA, mais de la route principale. Vous avez fait venir les flics, gronda Milo en tendant la main derrière son dos. Avant que Grayson puisse répondre, la nuit s'était embrassée. Des agents de la DEA s'étaient rassemblés dans la propriété de toutes parts, hurlant des ordres. Milo sortit une arme, un revolver qui étincela dans la lumière du porche, mais qui ne fut jamais touché. 3 agents le plaquèrent au sol. Elise tenta de s'enfuir, mais ne fit que quelques pas avant d'être rattrapée. Menottée, son regard rencontra celui de Grayson, empli d'une fureur glaciale. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. Si, répondit Grayson en regardant ses agents entrer dans la cabane. Si. À l'intérieur, ils trouvèrent exactement ce que l'ami de Rena leur avait promis, argent, drogue, faux documents portant le nom d'Élise et les fausses identités de Milo. Tout ce qu'il fallait pour les enterrer tous les deux. En s'éloignant de la cabane, Grayson effaça l'enregistrement qu'il avait fait. Il n'en aurait plus besoin maintenant. Les preuves parleraient d'elles-mêmes. La prison du comté était un bâtiment en béton austère à la sortie de la ville. Grayson était assis dans la salle de visite, les mains jointes sur la table en métal, attendant. Lorsque la porte s'ouvrit, Élise entra, vêtue d'une combinaison orange qui la faisait paraître plus petite, moins soignée, moins sûre d'elle. Elle s'assit en face de lui, le regard plein de défi malgré les ombres. « Tu n'as pas l'air surpris de me voir, dit-elle. Devrais-je l'être ? La plupart des maris ne rendraient pas visite à la femme qui les a trahis. » L'expression de Grayson resta impassible. La plupart des femmes n'essaient pas de tuer leur fils. Je n'ai pas essayé de tuer Brennan. Sa voix se brisa légèrement. Je ne veux jamais lui faire de mal. C'était l'idée de Milo, tout simplement. Mais tu l'as accepté. Elle détourna le regard. J'étais malheureuse. Tu dois comprendre ça. Pendant des années, je me suis sentie prisonnière d'une vie que je n'avais jamais choisie. Toi et Brennan, vous étiez si proches, si heureux que tout soit pareil jour après jour. Je voulais plus. Alors, tu as trouvé ça avec Milo. J'ai trouvé quelqu'un qui me voyait comme plus que ta femme. La mère de Brennan. Une larme coula sur sa joue. Je n'avais jamais voulu qu'il soit blessé, mais il l'a été. Il est toujours blessé. Comment va-t-il ? Les questions semblaient sincères. Il se remet. Les médecins disent qu'il pourrait remarcher grâce à une thérapie. La douleur traversa son visage. Gray, s'il te plaît. Tu dois me croire. Je n'ai pas coupé les freins. Je ne saurais pas comment, mais Milo le saurait. Il dit que non plus. Il dit. Elle s'arrêta. Peu importe ce qu'il dit. Personne ne nous croit. Non. Grayson acquiesça. Eux non plus. Le silence s'installa entre eux. Dehors. La pluie recommença à tomber, crépitant contre la petite fenêtre en haut du mur. « Pourquoi es-tu là, Gray ?» demanda finalement Élise. Il fouilla dans sa veste et en sortit un dossier. « Les papiers de divorce sont déjà remplis. Il ne te reste plus qu'à signer. » Elle les fixa, puis le fixa. « C'est tout. Après 17 ans, c'est tout ce que tu as à me dire. » Grayson fit glisser le dossier sur la table. En haut de la page se trouvait le mot de Brennan, toujours attaché à la petite clé en laiton. « Vous vous méritez l'un l'autre, » dit Grayson en citant le mot. « Ce sont les seuls mots qu'il me reste pour toi. » Il se leva pour partir. La main d'Aliza se tendit brusquement et lui saisit le poignet. « C'est toi qui as fait ça. »
murmura-t-elle, la conscience naissante dans ses yeux. La descente, l'épreuve. C'est toi qui es responsable, Grayson lui retira doucement la main. Au revoir, Élise. Ils finiront par comprendre. Ils sauront que tu nous as piégés. Peut-être. Il se tourna vers la porte. Mais d'ici là, ça n'aura plus d'importance. Vous serez tous les deux exactement là où vous êtes. En sortant, il l'entendit l'appeler. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Gray. Pas vraiment. Il ne se retourna pas. Devant la prison, Rena attendait dans sa voiture. La pluie tambourinait sur le toit. C'est fait, demanda-t-elle tandis qu'il se glissait sur le siège passager. C'est fait. Dans les semaines qui suivirent, l'affaire fit la une des journaux dans tout l'État. Milo Everett inculpé de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, d'usurpation d'identité et de tentative de meurtre. Son frère, le juge, contraint de se récuser suite à des accusations d'inconduite. Élise Holt, prise dans le même piège malgré ses protestations d'innocence. La ville qu'il avait autrefois admirée murmurait désormais derrière leurs mains tandis que sa réputation irréprochable s'effondrait. L'épouse et la mère dévouée se révélaient être une intrigante prête à sacrifier son propre fils pour la liberté et l'argent. Pendant tout ce temps, Grayson gardait le silence. Il se concentrait sur le rétablissement de Brennan, sur la reconstruction de ce qui avait été brisé. Il ne parlait jamais de vengeance ou de justice. Il n'en avait pas besoin. La vérité avait fait ce travail pour lui. 3 mois après l'accident, Brennan rentra chez lui. Il se déplaçait à l'aide d'un déambulateur, sa silhouette autrefois athlétique s'étant amincie après son séjour à l'hôpital. Mais il était vivant, en voie de guérison. La maison avait changé en son absence. Les affaires d'Alisa avaient disparu. Les espaces qu'elle occupait autrefois se remplissaient de photos de Brennan et Grayson. De Rena, d'une vie qui continuerait sans elle. Où sont toutes les affaires de maman, demanda Brennan tandis que Grayson l'aidait à s'asseoir sur le canapé. Donné, répondit simplement Grayson. On prend un nouveau départ. Brennan hocha la tête, le regard compréhensif. A-t-elle jamais dit pourquoi? Elle dit beaucoup de choses. Plus rien n'avait d'importance. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur la maison, Grayson alluma un feu dans le foyer du jardin. Brennan était assise à proximité, emmitouflée dans une couverture malgré la douceur printanière. D'une boîte à côté de lui, Grayson sortit la dernière photo d'Élise, leur portrait de famille de Noël de l'année précédente. 3 visages souriants, aucun sincère. On devrait la garder, dit soudain Brennan. Pour se souvenir. Grayson marqua une pause, observant le visage de son fils. Se souvenir de quoi? Que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Qu'il faut veiller les uns sur les autres. Au bout d'un moment, Grayson hocha la tête et remit la photo dans la boîte. Le reste du contenu, les preuves du coffre-fort, les copies de documents, la clé en laiton elle-même, il les jeta aux flammes. Il n'en avait plus besoin. Rhea arriva avec le dîner, s'installant comme chez elle dans la cuisine. Elle logeait dans leur chambre d'amis depuis l'accident de Brennan, l'aidant à le soigner, apportant de la lumière dans leur foyer blessé. Tout ira bien, dit-elle à Grayson tandis qu'il faisait la vaisselle. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Il acquiesça et réalisa qu'il était sincère. Le lendemain matin, Grayson se leva tôt. Sur le porche, des outils jonchaient le sol. Il travailla méthodiquement à retirer la vieille serrure, celle que la clé d'Élise avait ouverte pendant 17 ans. Il la remplaça. Il en installa une nouvelle. Simple, sûre. Un pêne dormant en laiton avec 2 clés. Brennan observait depuis l'embrasure de la porte, appuyé sur son déambulateur. Un nouveau départ. Quelque chose comme ça. Grayson testa la serrure, puis tendit une des clés. Plus que 2 maintenant. Toi et moi. Brennan la prit, le métal chaud dans sa paume. Plus de secrets. Plus de secrets. Grayson acquiesça. À Brennan, retourne-toi. Il marqua une pause. Papa, crois-tu que tu lui pardonneras un jour? Grayson regarda l'allée où la voiture d'Élise s'était garée, où elle s'était tenue sous la pluie,
riant tandis qu'il la poursuivait jusqu'à la porte, là où elle avait plus tard planifié sa mort et failli causer la mort de leur fils. Non, dit-il simplement. Certaines choses ne se pardonnent pas, mais on peut y survivre. Il rangea sa clé dans sa poche et suivit son fils à l'intérieur, refermant fermement la porte derrière eux. Dans le silence de leur maison, seulement brisé par les doux murmures de la guérison et de la reconstruction. Justice n'avait pas été rendue par la seule loi, mais par l'amour et la détermination indéfectible d'un père. Un amour qui ne pardonnait pas mais qui protégeait. Un amour qui avait réduit la trahison en cendres et construit quelque chose de plus fort à partir des restes.